parmi vous, hein, donc je vais vous faire un point de situation. Alors il y a des choses qui seront un peu plus techniques que ce qui a été dit jusqu'à présent, et peut-être moins soumises à la controverse. Mais ce dont je veux vous parler, c'est de la situation du moment et des évolutions possibles sur le plan militaire, finalement. Voilà. Alors, mon but n'est pas de refaire, j'allais dire, les causes de la guerre, hein, bien entendu. Mais comme je suis historien, je ne résiste pas à vous donner une petite analyse qui est la mienne et qui peut être en complément, pas forcément en contradiction avec ce qu'il avait dit. Il ne faut pas oublier que depuis la révolution de 1917, l'empire russe puis soviétique n'a fait que perdre du territoire. Il ne faut jamais l'oublier. Il y avait la Finlande qui appartenait, le tsar était grand-duc de Finlande, il avait un statut très particulier. Il possédait la Pologne, ils avaient coupé à la découpe à la fin du XVIIIe siècle avec la Prusse. Ils avaient les pays baltes, la Bessarabie roumaine, etc., etc. Et donc, on voit toujours la révolution de 17 comme la grande victoire des soviétiques, mais ils ont perdu d'immenses territoires dont ils n'ont jamais fait leur deuil. Et ce que l'on observe à partir de 1939, eh bien, c'est qu'ils veulent récupérer leur territoire. Et ça a une conséquence, c'est que les Russes ne renoncent jamais. Ceux qu'ils estiment être leur territoire, l'Empire n'a pas de limite, l'Empire, ce qui est à eux, en fait, c'est un petit peu, j'allais dire, comme le Dar et l'islam. Je veux dire, une fois que ça a été russe une fois, ils estiment que c'est à eux, et il y a même, je veux dire, à la télévision, quelqu'un qui a dit, l'Alaska, voilà, je ne trouvais plus le nom de l'Alaska. Et ils avaient l'Alaska, et ils ont prétendu en disant, l'Alaska était un jour à nous, donc l'Alaska est à nous. Donc, ils ne renoncent jamais. Et donc, ils ont récupéré une partie des territoires en 1940. Ils ont perdu des territoires immenses en 1991, hein, parce que c'est la Biélorussie, c'est l'Ukraine, donc là on sait la sensibilité, et puis c'est aussi toutes les provinces du Sud, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Voilà, le Caucase, et donc il y a un traumatisme. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ce que Lavrov dit, que lorsqu'ils ont décidé de déclencher l'invasion du 24 février, il est sorti en disant « Vladimir Poutine n'a que 3 conseillers, c'est Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Catherine II ». Donc il y a quand même, je pense, un rêve, un fantasme très net impérial, et une frustration impériale d'un pays qui a été ultra puissant et qui n'a jamais retrouvé, depuis la fin des Tsars, la totalité de son territoire. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi également, pour tempérer ce qui a été dit avant, c'est que ça reste quand même une guerre d'agression au plan du droit. C'est très nettement une guerre d'agression. Et quels que soient les torts ou les défauts de l'agressé, ça reste un agressé. Et que le droit est quand même violé dans cette affaire-là. Il ne faut jamais l'oublier. Et qu'il y a un prédateur, une victime, quelle que soit la qualité de la victime, ça reste une victime aujourd'hui, au regard du droit international. Alors, lorsqu'on regarde maintenant, pour revenir beaucoup plus factuellement à l'équilibre des forces actuelles, ce que l'on peut dire, c'est que l'armée russe, deuxième armée du monde au début du conflit, n'a pas fait une campagne brillante. Ça, c'est la première chose que je dis, mais elle n'est pas battue. Voilà. Donc, pas une campagne brillante, parce que dès le départ, elle a fait à peu près toutes les fautes qu'il ne faut surtout pas faire quand on est militaire, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué avec des forces beaucoup trop faibles, c'est 180 000 hommes sur 900 km, ils n'ont même pas les forces pour atteindre Kiev, pour prendre Kiev. Si la ville était défendue, avec 180 000 hommes, on ne prend pas Kiev. Il fallait 500 000 hommes, 700 000 hommes. Donc, ils ont attaqué en direction de Kiev, ils ont voulu prendre Kiev, ils ont voulu prendre Odessa, ils ont voulu prendre tout, et pour une simple raison. Mais je ne vous ai pas interrompu, chère madame. Voilà, ils ont voulu prendre Kiev, ils ont voulu prendre Odessa, et à vouloir être partout, ils n'ont été nulle part. Voilà, donc je pense que là, il y a une première erreur, simplement parce que je pense que dans l'esprit de Vladimir Poutine, l'opération militaire spéciale en était une. Ils étaient persuadés par ses services de renseignement qu'ils seraient accueillis en libérateur, un peu comme ça a été fait en Crimée en 2014, et il suffisait de chasser Zelensky, le nazi, et installer de la police, et on voit que la colonne de 60 km qui était au nord bloquée, et il n'y avait pas un blindé, c'était quasiment uniquement des forces de police. Donc c'est la preuve qu'ils n'envisageaient pas les combats. Comme ça s'est passé en 2014, il n'y a pas eu un combattant.
Il n'y a pas eu un mort en 2014, ou presque pas. Là, ils l'envisageaient comme ça, et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, ils ont subi des revers très graves. Ça, c'est la première phase qui les a forcés à se replier. Et donc, et la deuxième phase, ils ont pratiqué cette fois-ci la concentration des efforts. Et là, c'est Severodonetsk, Lysychansk, cette espèce de coin qu'ils ont mis dans le front. Ils ont rassemblé leurs troupes et donc ont obtenu des résultats au prix quand même d'avoir gâché une partie de leur armée et d'avoir usé leur armée à tel point qu'ils n'ont pas été capables de reprendre une offensive avant plus de 6 mois. Voilà. Donc, la phase suivante, bien, ils atteignent Kherson, là, il y a une contre-offensive ukrainienne, et la quatrième phase, c'est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine stabilité des fronts, et donc là, équilibre des forces, celle-là, on peut le dire aujourd'hui, très grave revers de l'armée russe sur le plan militaire, hein, sur le plan strictement militaire, mais une armée qui aujourd'hui, il faut le dire, n'est pas battue, car c'est une armée qui a encore beaucoup de masse, et qui est capable de continuer parce qu'elle est adossée à un pays, ça a été dit, absolument immense, avec des ressources, avec sur le plan économique, je dirais, des ressources théoriques, au moins qui sont immenses, malgré des pertes qui sont perdues, à peu près 9 à 10 000 blindés. C'est absolument considérable, dont pratiquement 2000 chars aujourd'hui. Hein. On en est là. Donc, et pourtant, elle tient toujours parce que c'est 145 millions d'habitants, parce que même si les sanctions économiques, là je pense qu'elles feront leur effet, c'est un poison lent, c'est inévitable, mais ça demandera beaucoup de temps, et qu'on n'a jamais vu des sanctions économiques mettre à mal, ou faire tomber un gouvernement, ou un régime. La Corée du Nord en est la preuve, l'Iran en est la preuve, il y a des tas de pays qui survivent avec des sanctions économiques. Ça, c'est absolument, j'allais dire, une leçon d'histoire. En revanche, je pense qu'elles font mal sur le plan militaire. Il y a des tas d'équipements militaires qui disparaissent de la circulation. Il y a des chars, le T-14 Armata qui n'a jamais été fabriqué par manque de composants, et ils n'ont de toute manière pas, ça c'est statistique, les moyens de refaire complètement les 10 000 blindés, le corps blindé mécanisé qu'ils ont perdu. En revanche, ils ont la masse et ils ont la possibilité, j'allais dire, de tenir. Voilà. Avec des pertes immenses des deux côtés. Alors, c'est pas la peine de gloser sur les pertes, je pense qu'on dit beaucoup de bêtises, hein, mais ça pourrait être 160, 180 000 pertes du côté russe, donc ce qui ferait 50 000 morts, et puis le reste blessés, prisonniers, etc. Mais bon, je veux dire, c'est vraiment très... on n'a pas de preuves, et puis surtout, on n'a aucune statistique du côté ukrainien. On ne sait absolument pas ce qui se passe, quelles sont les pertes, ils ne communiquent absolument pas là-dessus. Voilà. Donc on assiste, hein, j'allais dire, à un certain équilibre, avec un certain nombre de questions sur le plan militaire, qui sont les suivantes. On a vu au début de la guerre beaucoup de pertes en blindés, beaucoup de pertes en avions, et donc la question de savoir si le couple blindé et avion est obsolète. Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais il va falloir, je veux dire, dans l'avenir, il va falloir revoir, j'allais dire, nos modus operandi, y compris pour les armées occidentales, parce que ce sont deux vecteurs qui deviennent aujourd'hui extrêmement vulnérables. On voit bien qu'un drone à 5 000 € avec une bombinette est capable de détruire un char de 10 millions d'euros, et puis la prolifération de l'artillerie solaire aujourd'hui interdit l'espace aérien aux deux protagonistes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'avions qui franchissent la ligne de front. Ils tirent à partir de leur ligne sur les adversaires, mais ne vont plus sur les lignes de front adverses parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc, quand on voit que pour percer, il faudra toujours dans le corps mécanisé du char et puis de l'avion. Donc c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens en demandent aujourd'hui. Ils demandent des chars, des avions pour mener cette contre-offensive. Mais on voit aussi que la masse est primordiale, parce que dans la guerre qui est en train de se profiler aujourd'hui et dont on ne connaît pas le résultat, il me semble évident que la difficulté, elle viendra du côté ukrainien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en position où on veut reconquérir, on s'expose beaucoup plus, il faut établir un rapport de force très important, c'est 3 à 5 contre 1 pour défaire un adversaire, ce qui veut dire que, il faut être capable de bâtir ce rapport de force, et pas seulement sur le plan des ressources humaines, sur le plan
je veux dire des blindés, de l'aviation, etc. Mais il faut être capable également de subir des pertes. En conséquence, il y a toujours beaucoup plus de pertes quand on est en attaquant. Les Russes, eux, aujourd'hui, ont cet avantage qu'ils possèdent 16% du territoire de l'Ukraine et qu'ils n'ont qu'à tenir. Et que s'ils tiennent, finalement, c'est eux qui gagnent. Si la guerre s'arrête ce soir, c'est statistique, c'est la Russie qui a gagné. S'il y a des négociations ce soir, la Russie a gagné parce qu'elle détient 16% du territoire, et ces 16% du territoire, il va être très très difficile de les en expulser, quoi que l'on en pense. Voilà. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, parce que moi, mon analyse depuis le début de la guerre, c'est celle d'une guerre longue. C'est celle d'une guerre longue parce que aucun des protagonistes, aucune des conditions ne sont réunies aujourd'hui pour que l'un des protagonistes veuille céder. Hein, Vladimir Poutine n'a qu'à attendre sur ses gains. Vladimir Zelensky ne peut pas accepter d'avoir perdu 16% de son territoire. Donc je pense que la réponse va venir des armes tôt ou tard. Et on imagine mal aujourd'hui quelles sont les possibilités crédibles d'une négociation, je veux dire, au moins à court terme. Alors on verra après s'il y a des offensives de printemps, etc. Voilà. Alors, dans cette guerre, un certain nombre d'enseignements, le corps de blindé n'est pas mort, et alors ça pose la question également, hein, dans les évolutions stratégiques, même occidentales, qu'a-t-on fait de notre corps blindé depuis des années? C'est-à-dire qu'il reste 200 chars dans l'armée française, par exemple, c'est quand même très très peu. Donc il faut quand même se poser la question on s'aperçoit que c'est une guerre on a dit que c'était une guerre du XXe siècle qui se déroule au XXIe, c'est une guerre du XXIe siècle. Et dans cette guerre du XXe siècle, il y a encore des chars, il y a encore de l'artillerie, il y a encore des avions, il y a beaucoup de choses avec, mais la masse reste considérable, et y compris pour les blindés. Et s'il y a des blindés, ça veut dire, alors les blindés, moi j'ai commandé une unité de blindés, ça veut dire une logistique absolument considérable derrière, parce qu'un blindé, c'est des tas de ferrailles, si vous n'avez pas l'essence, les pièces détachées, les munitions, etc. Ça s'arrête. Un corps blindé, ça va pas très vite. Un corps blindé, sur le plan tactique, vous pouvez faire 80 km par jour, en débordant l'ennemi, etc. Mais sur le plan stratégique, par exemple, un corps blindé comme celui d'Adolf Hitler qui veut aller à Moscou, il met 158 jours pour arriver au port de Moscou. Quand Napoléon avait mis 83 jours à pied. Ça veut dire qu'un corps blindé, à un moment, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il a besoin de ravitailler. Et donc ça, c'est une leçon. Il faut réapprendre la logistique, et à réapprendre les soutiens, la logistique de contact, la logistique de l'avant, les dépôts, comment on accompagne une armée vers l'avant. Et ça, c'est toutes les questions qu'auront à se poser les Ukrainiens s'ils prétendent lancer une offensive. Et même si les Russes prétendent aussi, on parle de l'offensive de printemps des Russes, les Russes ont également ce problème logistique tout à fait intéressant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est une arme qui n'est pas obsolète, c'est quand même l'artillerie. L'artillerie, elle reste tout à fait conséquente. On le voit à Severodonetsk, les Sytchansk, on l'a vu à Bakhmout. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 munitions par jour qui sont tirées du côté russe, 6 ou 7 000 côté ukrainien parce qu'ils en auront beaucoup moins. Et donc ça force tout le monde à s'étaler avec des leurres, du camouflage, de la dispersion. Donc tous les feux indirects, les feux sur la ligne de front, les feux dans la profondeur, prennent une importance, j'allais dire, tout à fait considérable. Et là, il n'y a pas que l'artillerie de contact, on voit le César, 40 km, c'est très précis, mais les missiles qui tirent à l'HIMARS, qui tirent à 70 km, on pense envoyer des munitions qui tirent à 150, tout ça, c'est du tir stratégique, opératif et stratégique dans la profondeur, pour taper les dépôts de munitions, pour taper les dépôts logistiques, pour taper les lignes de communication, les centres de commandement, etc. Et donc, avec une précision qui est absolument inégalée. Et faut également bien voir le rôle du drone aujourd'hui, qui est une révolution. Hein. Comme je disais, un drone, 5 000 euros, il tape un blindé à 10 millions d'euros. Le drone aujourd'hui permet l'observation. Il y a des drones qui sont kamikazes, il y a des drones qui peuvent tirer sur n'importe quoi. C'est des drones qui ont tapé sur les bases russes de Tu-95, c'est-à-dire des bombardiers stratégiques à 700 ou 800 km de la frontière. C'est des drones bricolés. Donc le drone aujourd'hui est un vecteur dont on n'a pas suffisamment, au moins dans nos armées, ou avec beaucoup de retard, anticipé l'usage
usage. Voilà, on a fait des gros drones, alors qu'aujourd'hui, il y a comme une émission du civil, avec des drones bricolés, achetés sur Alibaba, ou, etc., hein, qui permettent des tas de choses. Sur tous les drones, il y a des caméras, il y a beaucoup de drones civils et privés qui ont permis d'observer l'ennemi dès le début de la campagne, et tout ça, effectivement, c'est totalement nouveau. Alors, ce qui est nouveau également, c'est la numérisation de l'espace de bataille. Donc ça, c'est... Alors, dans l'armée française, on a beaucoup anticipé cette affaire-là. On est à peu près, j'allais dire, même avec notre armée échantillonnaire, on avait compris que ça. Et puis, il y a le fait émergent qu'on a vu, c'est Starlink. Starlink qui... c'est l'émergence aussi du civil dans le fait militaire, c'est-à-dire des satellites civils qui servent au commandement et qui permettent à l'espace de bataille de rester connecté, d'être très réactif, de donner des ordres extrêmement rapidement et d'avoir, j'allais dire, une vision d'ensemble du champ de bataille tout à fait intéressante. Voilà. N'oublions pas également, depuis le début de la guerre, un des avantages qu'ont les Ukrainiens, et ça c'est également un retour d'expérience de faire sens, c'est l'accès aux renseignements américains. Voilà. Donc ça c'est une leçon absolument fondamentale. Celui qui a l'accès aux renseignements a je dirais, un avantage stratégique. Là, c'est plus tactique. Ça, il peut être tactique si c'est le char au coin du bois, mais un avantage stratégique quand les satellites, donc Starlink, etc., sont capables de déceler les centres de commandement avec le ciblage électromagnétique, de savoir d'où viennent les ordres, etc., etc. C'est tout à fait considérable. Et c'est ce renseignement qui permet aujourd'hui d'avoir des effets dans la profondeur qu'on n'avait pas avant, ou qu'on avait uniquement avec les avions. Mais l'avion, vous voyez bien, l'avion, il faut le piloter, et puis quand il est vulnérable, quand il est au-dessus de l'ennemi, là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de voler au-dessus du territoire ennemi pour avoir des effets dans la profondeur. Voilà. Donc, l'apport de la technologie civile doit être souligné également. Mais ça, c'est vrai également du côté russe comme du côté ukrainien. Par exemple, l'usage des iPhones. On arrive à voir avec les iPhones, avec des applications tout à fait simples, tout à fait intuitives, et qui permet d'irriguer jusque sur le terrain le rôle du chef militaire, de donner des ordres, d'avoir des applications pour le tir, pour le soutien solaire, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Avant, moi, de ma génération, je n'ai jamais utilisé que du matériel spécifiquement militaire. Le matériel de transmission, c'était le gros truc qu'on nous fournissait, il était en verre armé, etc. Aujourd'hui, il y a une profusion de matériel civil, d'irrigation, j'allais dire, de la technologie civile dans le fait militaire, qui est vraiment tout à fait intéressante et qu'on n'a jamais vu à un tel niveau, au niveau d'une guerre comme celle-là. Voilà. Un dernier point également, l'efficacité de tout ce qui est solaire a été un point de différenciation très important, dans la mesure où aujourd'hui, effectivement, la contestation de la supériorité aérienne est tout à fait réelle. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les drones permettent encore de contourner cette affaire-là. C'est-à-dire que autant les avions, eux, sont empêchés grâce à l'artillerie solaire, la couverture, la bulle. Hein, il y a des espèces aujourd'hui de mini-dômes de fer au-dessus de l'Ukraine. Hein, mais c'est vrai de l'autre côté aussi. Il ne faut pas se leurrer. Les MiG-29 ukrainiens ne s'aventurent pas au-dessus des Russes. Par contre, les drones restent un territoire d'investigation assez intéressant pour lequel on reste pour le moment assez démunis en matière de défense. Sur le plan, c'est-à-dire qu'en fait c'est petit, ça passe en dessous des radars, ça vole lentement. Alors c'est assez vulnérable quand ça vole lentement qu'on arrive à les intercepter avec des armes comme ça. Mais en même temps, il faut vraiment passer dessus pour pouvoir lui tirer un missile. Ça n'a pas forcément une signature thermique très importante. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir neutraliser les drones reste encore une question tout à fait intéressante. Voilà. Alors, une question aussi de cette guerre qu'il faut souligner, c'est la course à la régénération. C'est-à-dire, compte tenu des pertes importantes des deux côtés,
chaque des partis doit régénérer son potentiel de manière plus rapidement et plus rapidement que l'adversaire. Les consommations sont hors normes. Hein. Sur Severodonetsk, c'était 50 000 obus par jour côté russe, par exemple. C'est-à-dire, c'est des consommations du type Verdun, pratiquement. Hein. C'est absolument considérable. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est consommation en combattants, en matériel majeur, artillerie, munitions, etc. Et ça, pour compléter ça, on peut le compléter de plusieurs choses. Il y a la démographie, bien entendu, la masse, mais ça, les Russes ont un avantage qui apparaît absolument certain, une population 3 fois supérieure, mais il y a aussi les alliés, les Russes en ont, les Ukrainiens en ont également, et puis la base industrielle technologie défense qui permet de développer un certain nombre de choses, de bricoler des drones, de bricoler des missiles, ou bien de développer un matériel qu'on n'avait pas. Mais ce que l'on voit là-dedans, ce qui est important, et ça c'est sur le plan stratégique, c'est l'importance des alliances. On ne doute pas, les Ukrainiens, malgré toute leur vaillance, n'auraient pas pu tenir jusqu'à présent s'ils n'avaient pas, je dirais, le soutien plein et complet alors on dit qu'il n'est jamais suffisant, que là on dit beaucoup de choses, mais globalement, sans munitions, sans matériel occidental, l'Ukraine serait déjà occupée aujourd'hui. C'est très clair. Donc le rôle des alliances, l'OTAN au sens large, côté occidental, et puis même du côté russe, on voit le rôle de l'Iran, on voit le rôle de la Corée du Nord, qui a fourni beaucoup de munitions, par exemple, et puis on s'interroge sur le rôle de la Chine, qui est un allié vraisemblablement assez peu fiable, mais dont on pense qu'elle pourrait livrer des armements létaux prochainement. Donc tout ça, c'est... Alors le jeu des alliances, c'est pas un fait nouveau dans les guerres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, la Russie soviétique n'aurait jamais tenu sans l'apport d'abord des Anglais et des Américains dans les premiers mois de la guerre. Mais là, ça prend, dans un pays comme l'Ukraine, qui n'a pas une profondeur stratégique extraordinaire, notamment en matière d'industrie de défense, ça prend une toute autre dimension, car ils sont dépendants pour leurs approvisionnements militaires, quand même, beaucoup de l'Occident, et non pas de leur propre production d'armement. Donc ça, il faut quand même bien le voir. Voilà. Ensuite, donc beaucoup d'armements dont on le sait ont été livrés. Alors ça pose un problème, effectivement, j'allais dire, d'économie de guerre, tout ça. Et l'économie de guerre, c'est pas seulement l'Ukraine, c'est nous également. Parce qu'on a suffisamment dit qu'il y avait peu de stocks dans les armées françaises, peu de stocks même dans les armées occidentales. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans qu'on livre des combats, j'allais dire, un peu choisis à l'étranger, avec des effectifs limités, des guerres limitées. Ce n'est pas de la guerre de haute intensité, mais une guerre qui nécessite pas des stocks de munitions considérables. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même un effort qui est fait. Et par exemple, en munitions de 155 mm, si on restait avec notre production actuelle, il faudrait 6 ans actuellement pour régénérer les stocks. On va dire 6 ans à la production, 40 000 obus par an. Là, aujourd'hui, on remet en ligne un certain nombre de munitions. C'est pareil pour les Césars, par exemple. Les Césars, moi, quand je commandais la brigade, j'avais un régiment qui était devant Mossoul. Et à Mossoul, on usait plus de canons qu'on était capable de... Il y avait plus qu'on en avait en soute. C'est-à-dire qu'on s'est dit, à un moment, il y a une grosse crainte. On dit, si le siège dure trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'aura plus de canon. Parce qu'un canon, ça change, hein, ça se dévisse. Et puis, à un moment donné, on le change parce qu'il a une usure. D'autant qu'il tirait à portée de tir, maximale de tir, c'est-à-dire à 40 km. Donc, on peut tirer un peu moins de coups, il faut le changer régulièrement. Donc, aujourd'hui, on est passé de 2 à 4 et bientôt à 6, 8, je dirais, canons César par mois. On va fabriquer, je crois, 70... non, c'est 7, 6, 7, oui, c'est ça. 70 canons par an. Voilà. Nexter. Donc c'est assez considérable et il y a un véritable effort. Les Américains font cet effort-là également, relancent leur production de Javelin, de missiles, de Stinger, etc. Et également leur stock de HIMARS. Donc cette guerre aussi, c'est aussi une guerre industrielle. Et donc, là, j'allais dire, avantage vraisemblablement plus à l'Ukraine sur le long terme qu'à la Russie, qui aura vraisemblablement plus de mal toute seule, je dirais, à régénérer les pertes très importantes qu'elle a depuis de la guerre. Et puis cette guerre, pour pas être trop long, c'est aussi une guerre hybride.
Et ça, c'est très important de le dire. Donc ça, c'est une révolution. Hein. C'est dans la guerre hybride, c'est dans tous les champs. C'est dans le champ international, on le voit bien, c'est dans le champ cyber, économique, culturel, même diplomatique. On le voit avec les tournées de M. Lavrov en Afrique, avec un succès, l'Afrique du Sud, là, avec un accord passé au Cameroun au mois de décembre, la manière dont Wagner nous a chassés de Centrafrique, du Mali, etc., et du Burkina Faso. Donc tout ça, c'est quand même très très intéressant de voir comment cette guerre, qui n'est pas une guerre mondiale, devient une guerre mondialisée. Et c'est quand même, elle n'est pas circonscrite au territoire ukrainien. Là. Ouais, elle s'éloigne en Afrique. Et on le voit, je l'ai dit, dans les votes au Conseil de sécurité, il y a quand même, je crois que ça a été dit tout à l'heure, 16 pays africains qui se sont abstenus, qui n'ont pas voté contre, mais qui se sont abstenus dernièrement sur la condamnation de l'invasion ukrainienne. Donc c'est énorme, avec des géants comme le Brésil, comme l'Inde, qui expriment leur neutralité, l'Afrique du Sud, qui a reçu, je crois, une frégate russe dernièrement, et donc ça, et c'est là où je suis assez d'accord avec vous, l'émergence d'un nouveau monde, il est vraisemblablement là. Là, effectivement, il faut s'interroger, parce que c'est pas des faire-valoir. Si on va les draguer à l'autre bout du monde, c'est que ces gens-là, ils pèsent un poids, ils vont peser un poids dans les relations internationales, et ça, c'est peut-être un changement de paradigme très très important pour les relations internationales futures, et là, je suis absolument d'accord avec votre analyse. Sinon, on s'en occuperait pas, on ferait notre guerre dans le Nord, on dirait, toi, ferme-la, et puis on t'expliquera quand ce sera fini, mais non, on est obligé d'aller expliquer, d'engager une politique diplomatique très importante dans tous les pays émergents, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ils pèsent. Ils pèsent, et donc il ne faut pas l'oublier. Alors, ensuite, je voudrais simplement dire, alors le poids des réseaux sociaux, n'oublions pas la rhétorique nucléaire qui fait partie aussi du jeu. Alors on y était habitué un peu à la rhétorique nucléaire, mais elle a été employée quand même beaucoup depuis la guerre, notamment le début de la guerre, notamment par la Russie, parce que c'est un des secteurs où elle reste ultra puissante, une grande puissance nucléaire. Mais en plus du nucléaire auquel on est habitué, le nucléaire militaire, et c'est la première fois que s'impose dans le débat la rhétorique du nucléaire civil, avec Zaporijjia. C'est-à-dire cette espèce de chantage avec l'usine qui risque d'être bombardée, etc., dont elle est bombardée, on ne sait pas par qui. Et donc là, il y a un vrai jeu diplomatique et international avec l'intrusion du nucléaire civil dans le débat, alors que jusqu'à présent, c'est la première fois qu'une usine, que le nucléaire civil se trouve sur un théâtre de guerre. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Alors, je conclus simplement. Alors, le changement de monde, je suis d'accord, on est en train de changement de monde. Aujourd'hui, je veux simplement dire, moi je ne vois pas de solution hors la solution des armes, parce que pour ça il faudrait une volonté des deux côtés, et il n'y a aucune volonté des deux côtés pour les raisons qu'on a évoquées. Donc je pense que, je veux dire, le pire est devant nous, et que ce sera une guerre qui risque de durer.